Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Nejma Brahim, je suis journaliste à Mediapart en charge des migrations. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de deux intervenants de qualité qui vont vous parler de la place des femmes dans les migrations, un sujet hyper intéressant et d'actualité, dont on parle pas assez souvent à mes yeux, et ça va être l'occasion aujourd'hui de le mettre en lumière. Alors, j'ai donc à ma gauche Claire Juchat, qui est coordinatrice de la communication opérationnelle pour SOS Méditerranée France. SOS Méditerranée, donc cette association citoyenne et européenne qui a un navire humanitaire du nom de l'Ocean Viking qui est présent en Méditerranée centrale pour sauver la vie des exilés qui tentent la périlleuse traversée de la Méditerranée, le plus souvent depuis la Libye, mais pas que. Et à ma droite, Antoine Ricard, qui est donc président du centre Primo Levi, un centre qui est dédié aux soins des victimes de torture et de violences politiques et qui sont réfugiés en France. Alors, on va peut-être aborder dans un premier temps l'invisibilisation de la place des femmes dans les migrations, parce que je trouve que c'est un volet assez intéressant. Avec une première question peut-être, et je me tourne vers vous deux, vous me direz qui veut répondre en premier. Pourquoi est-ce qu'on parle si peu de ce sujet-là ? Pourquoi est-ce qu'on parle si peu des femmes qui migrent, puisque c'est une réalité ? Est-ce que vous avez l'un et l'autre une opinion là-dessus ? Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors une opinion, peut-être quelques idées, quelques éléments de réflexion qui sont liés directement au travail que fait le centre Primo Levi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller évidemment voir notre site internet primolevi.org. C'est un centre de soins pluridisciplinaires qui prend en charge des personnes exilées qui ont été victimes de torture, de violences politiques. Donc on reviendra sur la notion de violence politique dans le cas particulier des femmes exilées. Mais dans le cadre de ce travail-là, ce sont des personnes, alors contrairement à SOS Méditerranée qui intervient dans l'urgence, dans une logique de sauvetage, le centre Primo Levi intervient vraiment dans ce qu'on appelle l'après-coup, quand des personnes ont réussi à parvenir jusqu'en France, à parer à leurs premiers besoins, et puis là, ces personnes-là n'arrivent pas à vivre leur vie, parce qu'elles sont victimes de torture, de violences politiques, victimes de psychotraumas sévères, et donc c'est à ce moment-là qu'elles sont orientées au centre Primo Levi, où elles sont prises en charge, et où on va faire tout un travail de soins, mais également de décryptage des effets de la violence sur les individus, sur les personnes. Et l'effet numéro un, pour arriver à cette question-là, l'effet principal, c'est de faire taire les personnes. La violence extrême, la torture, a pour effet de faire taire les personnes, de les priver de ce pouvoir vital qui est la parole, le fait de pouvoir prendre la parole. Et donc, la torture réduit les personnes au silence. Donc, notamment, et détruit essentiellement tout ce qui fait qu'on arrive à fonctionner en société. Donc, la parole, l'estime de soi... voilà, tout ce qui fait que nous sommes des êtres vivants, parlants, agissants. Tout cela est détruit par la violence. Donc sur la question de l'invisibilité, je pense qu'il y a une part de la réponse qui est à chercher dans les personnes elles-mêmes qui, quand elles ont été victimes de violences, et donc on le redira tout à l'heure, le parcours d'exil est jalonné de violences diverses et variées. Il n'y a pas, je pense, un seul exilé qui arrivent ici sans avoir été victimes de l'une ou l'autre des formes de violence qu'on remarque dans les parcours d'exil. Eh bien, ces personnes-là sont avant tout en incapacité de se rendre visibles, de se rendre audibles, de prendre la parole, de se montrer, parce qu'elles ont tout simplement été très abîmées, voire détruites par la violence associée au parcours d'exil. Donc moi, pour ma part, je donne cet élément de réflexion qui est l'idée qu'il faut aller chercher déjà dans les personnes elles-mêmes. Et le centre Primo Levi, c'est précisément son travail que de permettre à ces personnes de se reconstruire, de se rétablir, de reprendre possession, notamment de la parole et de leur possibilité de se rendre visibles et de s'exprimer. Merci. Claire, je me tourne vers vous. Vous êtes régulièrement à bord de l'Ocean Viking. Est-ce que les femmes, vous les voyez à bord de ces embarcations qui sont en détresse et auxquelles vous portez secours ? Oui, merci beaucoup et merci Antoine pour cet élément de réponse.
Pour répondre à ta dernière question, Nejma, oui, il y a beaucoup de femmes qui tentent la traversée de la mer Méditerranée. À nouveau, je tiens à préciser que les personnes qui fuient la Libye, pour la plupart, n'avaient pas l'intention de venir en Europe. Donc c'est aussi pour commencer à casser un peu ces idées reçues. Je vais revenir aux femmes aussi, mais pour parler aussi en fait de la migration en général. Il y a beaucoup de gens qui fuient et qui n'ont pas le choix. Et la mer, c'est une des portes de sortie. Et pour beaucoup en Libye, c'est l'unique porte de sortie. J'entends régulièrement et vraiment quasiment à chaque mission où je suis en mer, des personnes qui me disent j'ai conscience des risques que c'est de fuir par la mer, mais je préfère mourir en mer qu'à petit feu en Libye sous les signes de la torture, des violences, etc. On en reviendra on va réexpliquer un peu plus tard quels sont les types de violences auxquelles toutes ces personnes font face dans leur parcours migratoire. Mais les femmes, en effet, font vraiment partie de cette population. Depuis le début des opérations de SOS Méditerranée, en 2016, on a 15% de femmes sur la totalité des personnes secourues. Donc c'est plus de 5500 femmes. À chaque rotation, donc moi je rencontre ces femmes de tous les âges. J'ai déjà rencontré des jeunes filles mineures qui voyagent seules. Des mamans avec des très jeunes enfants. Sur la rotation de janvier, il y avait un bébé de 2 semaines qui était là. Donc nous, quand on arrive sur ces embarcations de fortune et qu'on entend des cris de bébé, ça paraît à chaque fois irréel, en pleine nuit, ça paraît totalement fou. Et ça montre en fait aussi qu'est-ce qui pousse les personnes à partir. Qui mettrait un enfant de 2 semaines sur un navire? Enfin, c'est seulement des personnes qui n'ont pas le choix et des femmes qui n'ont pas le choix. Il y a aussi beaucoup de femmes qui voyagent seules, des femmes enceintes. Beaucoup à des grossesses à risque parce qu'elles n'ont jamais vu avant de sage-femme. Donc des fois, quand elles arrivent à bord, c'est la première fois qu'elles ont accès à la santé, à avoir vraiment un suivi. Première fois, des fois, qu'elles ont une échographie à 8 mois de grossesse. Donc on a beaucoup de femmes à bord de toutes nationalités. Depuis le début des opérations, on a eu 44 nationalités. Moi, j'ai rencontré des femmes palestiniennes, syriennes, ivoiriennes, sénégalaises. Enfin, vraiment un très très beau panel d'origine. Et ces personnes, pourquoi elles sont invisibilisées? Antoine parlait de l'effet de la torture sur les personnes. J'aimerais peut-être évoquer aussi l'effet du pouvoir médiatique, comme on est là aussi dans le cas de Mediapart. Où finalement, quand on parle de migration, on parle de chiffres, on parle de catégories. Donc, réfugiés, requérants d'asile, il y a tout un tas de catégories pour faire en sorte que les gens oublient que c'est des personnes humaines. C'est des personnes de tout âge qui ont un prénom, qui ont une histoire, qui ont des émotions. Et en fait, dans tous les médias, dans le pouvoir politique aussi, on va parler de ces catégories, de ces masses, de ces chiffres, avec en effet un vocabulaire masculin. On va parler de migrants, on a cet imaginaire de personnes, d'hommes qui arrivent en Europe. Et tout ça n'est que des stéréotypes pour casser aussi en fait l'empathie qu'on pourrait avoir pour ces personnes. Parce qu'en fait, n'importe qui rencontrerait, Nejma, tu as fait l'expérience, ces personnes à bord, forcément, il y en a une empathie qui se développe et on ne peut avoir que du respect pour ces personnes et envie de les aider. Donc pour moi, l'invisibilité, elle vient aussi de comment on nomme ces personnes et comment on les apprécie à leur titre de personnes humaines, tout simplement. Oui, je te rejoins complètement sur cette notion finalement de déshumanisation. Et il y a aussi toute une partie de la population, souvent issue de l'extrême droite, qui voudrait nous faire croire que ce ne sont que des hommes qui tentent de rejoindre l'Europe, souvent en réutilisant des photos un peu tronquées, où effectivement sur les embarcations surchargées, on voit des hommes au premier plan. Mais en réalité, en tout cas moi, c'est ce que j'ai vu sur le terrain. Les femmes sont souvent justement au centre de l'embarcation. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe pour elles sur le parcours migratoire, vraiment quand elles empruntent ce parcours-là de la traversée de la Méditerranée? En effet, donc les embarcations qui tentent la traversée sont nombreuses. Il y a différents types de canaux. Donc il y a des canaux pneumatiques. Quand on parle de canaux pneumatiques, c'est vraiment l'épaisseur du caoutchouc n'est pas plus grosse que ça. Enfin, c'est vraiment minuscule. Et donc c'est juste un boudin pneumatique sur des planches en bois grotesques. Donc ça, c'est un type d'embarcation. On a aussi des embarcations en bois surchargées.
En moyenne, on va avoir jusqu'à 80, 90, 100 personnes sur une embarcation en pneumatique ou une embarcation moyenne en bois. Et il y a souvent l'idée de mettre les femmes au milieu pour les protéger. Parce on pense que les femmes sont plus en protégées au milieu du bateau. Et donc c'est pour ça que souvent, en effet, dans les photos qu'on a de première approche sur ces embarcations, on va avoir des hommes. Parce que les femmes ont tendance à être au milieu. Après, c'est un peu une idée reçue parce que finalement, au milieu, elles sont tout aussi à risque que les hommes sur le bord. C'est totalement aberrant de voir ces embarcations dans tous les cas, qu'on soit au milieu, que les personnes soient sur les extérieurs. C'est un risque qui est énorme. Et lorsqu'elles sont au milieu des embarcations, elles sont aussi sujettes beaucoup plus à des brûlures au 3e degré, parce qu'il y a un mélange corrosif de la mer et de l'essence. Il y a beaucoup de fuites d'essence qui brûlent la peau au 3e degré, donc il y a beaucoup de femmes qui sont sujettes aussi à ces extrêmes brûlures. Et donc lorsque nous on arrive, on va en effet essayer de secourir en premier les femmes qui sont en soi sujettes à de plus hauts risques en étant au milieu. Donc c'est surtout ça on va dire la priorité, et les bébés aussi. Et en fait c'est aussi assez hallucinant de voir que lorsqu'il y a des bébés à bord, comme on les entend, les femmes tout de suite vont donner leur bébé au rescapé à côté pour qu'on puisse l'avoir. Donc il y a juste, on voit la volonté et l'espoir de dire il faut que mon bébé soit sauvé, et peu importe si je le donne à des étrangers. Et vraiment ça m'a choqué la première fois. Je me dis en fait, peut-être que le réflexe pour nous, ce serait non, on le garde près de nous, c'est là qu'il est en sécurité. Et là, ça montre à quel point ces femmes, elles sont désespérées. Elles vont relayer au plus vite leur enfant pour qu'il soit secouru. Donc ça montre un réel désespoir finalement. Merci Claire. Camille Schmoll, qui est chercheuse spécialiste des migrations des femmes, en parlait dans son ouvrage Les damnées de la mer, ouvrage qui tirait de sa thèse. Elle disait que certains clichés persistaient, notamment un cliché qui voudrait que les femmes seraient amenées à rester finalement chez elles, à leur domicile, dans leur pays d'origine, pour s'occuper de leurs enfants, et que les hommes, eux, tendaient à migrer pour différentes raisons, mais aussi parfois économiques, pour subvenir aux besoins de leur famille, donc la femme et les enfants restaient au pays. Pourquoi est-ce que ces clichés persistent ? Je me tourne vers vous, Antoine. Alors, je ne sais pas, je dirais parce qu'on n'en parle pas assez, qu'on commence simplement à découvrir ce phénomène, en tout cas à en parler, à rendre le sujet plus visible. Il est documenté, hein, on sait qu'une personne sur deux sur les routes de l'exil est une femme. Donc c'est un sujet qu'effectivement certains chercheurs, certaines ONG commencent à creuser, à documenter depuis un certain temps pour le rendre justement, le porter à la connaissance du plus grand nombre. Nous, Centre Primo Levi, on a publié un rapport à la fin du mois de novembre dernier. Je vous invite à le consulter, il est sur notre site internet, donc, qui est ici, Femmes exilées, une violence continue. Le propos de ce rapport, l'objet de ce rapport, c'est de montrer que, donc on sait que une femme sur deux, un migrant sur deux, un exilé sur deux est une femme, ce qui se retrouve dans notre clinique, hein, nos patients, un patient sur deux est une femme. Et dans le travail que nous faisons au Centre Primo Levi, et donc c'est très intéressant de nous avoir mis ensemble dans cette table ronde, parce que vous avez d'un côté l'urgence, le sauvetage, voilà, sauver les gens, et nous, c'est dans le temps d'après, une association, le Centre Primo Levi, un centre de soins qui a une très grande particularité, qui est celle de prendre le temps. Les patients, et on va parler aujourd'hui des patientes, les patientes chez nous sont avec nous pour 3 ans. Elles sont avec nous pour 3 ans et elles sont prises en charge par 5 ou 6 personnes différentes, psychologues, médecins, kinés, assistantes sociales, juristes. Et donc c'est une prise en charge qui est très resserrée, pluridisciplinaire, autour du patient dans le temps long. Et avec le bénéfice aussi, on finance de l'interprétariat professionnel. Donc on fait un travail qui est très précis, qui est très précieux, qui est très coûteux aussi. Donc on ne peut pas prendre en charge beaucoup de monde, mais c'est comme ça qu'on travaille, avec comme ambition, évidemment, de soigner les personnes, mais aussi de faire œuvre de décryptage, je le disais tout à l'heure, des effets de la violence
sur les personnes pour ensuite pouvoir témoigner. C'est d'ailleurs pour ça qu'on porte le nom de Primo Levi. Notre mandat consiste aussi à témoigner des effets de la violence. Je ne peux pas ne pas penser au grand livre de Primo Levi, Les naufragés et les rescapés, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment dans le thème, avec SOS Méditerranée. Et donc ce travail de décryptage nous amène à très bien connaître les mécanismes de violence, les différents types de violence, les effets produits sur les personnes. Et donc pour revenir à notre sujet, dans le cas des femmes, le constat il est absolument à la fois accablant, massif, majeur. Il faut en parler, il faut qu'on en témoigne, il faut qu'on se mette tous à parler de ce sujet, les femmes, sur les routes de l'exil, dans le pays d'origine, sur les routes de l'exil et encore ensuite en Europe, sont des victimes massives de violences et en particulier de violences sexuelles. Au centre Primo Levi, c'est la quasi-totalité de nos patientes, j'ai pas de chiffres, mais on parle de quasi-totalité de nos patientes qui ont été victimes de violences sexuelles à une ou plusieurs reprises. Le phénomène est absolument majeur. Ça peut être d'ailleurs dès le départ les raisons de l'exil, hein, de subir des violences sexuelles ou de subir des violences liées au genre, hein, à la condition de femme. Oui, alors justement, peut-être avant d'aborder cette question cruciale qui est celle de la violence que peuvent subir les femmes en exil, rappeler peut-être quelles sont les raisons qui poussent toutes ces femmes. Bien sûr, tous les parcours sont propres à chacune et sont personnels, mais quelles raisons on retrouve le plus parmi les raisons de départ, parmi les raisons qui poussent ces personnes à fuir leur pays finalement? En effet, j'ai eu la chance de pouvoir parler avec beaucoup de femmes et du coup de leur parcours. Elles sont nombreuses, les raisons, et elles sont souvent donc nombreuses en termes de diversité, mais aussi, voilà, des fois, c'est multifactoriel. Donc, il n'y a pas une raison qui pousse quelqu'un à partir. Moi, j'ai eu une jeune femme à 16 ans qui voulait éviter d'être excisée, qui avait réussi à échapper jusque-là et éviter l'excision, qui est partie. Une autre de 15 ans qui est partie à 15 ans pour éviter un mariage forcé. D'autres qui ont été mariées de force à des chefs du village de 60 ans alors qu'elles n'avaient que 16 ans et ont subi des violences sexuelles répétées et autres brûlures de cigarettes et j'en passe, qui voulaient fuir ça, fuir toutes ces violences-là. D'autres pour des raisons aussi économiques, de vouloir partir en Libye pour pouvoir travailler. Parce que n'oublions pas qu'en tout cas dans notre cadre de la Méditerranée centrale, il y a beaucoup de gens qui vont en Libye pour travailler encore maintenant. Parce que c'est un pays qui fait appel beaucoup à la main-d'œuvre étrangère pour travailler dans tout type de secteurs formels ou informels. Et ainsi, donc beaucoup de gens qui viennent en Libye et qui se retrouvent dans un cercle d'abus et de kidnapping. On parle de véritables traites humaines lorsqu'on parle de la Libye. Des personnes qui sont jetées dans des centres de détention, qui sont à nouveau... qui subissent à nouveau les violences sexuelles, etc. Donc certaines l'avaient en effet vécu dans leur pays d'origine, d'autres l'ont malheureusement subi en Libye. Et ensuite, finalement, le seul choix est de partir. Ce n'est pas possible de rester dans des centres de détention, donc il y en a beaucoup qui fuient ou finalement qui arrivent à payer les rançons après avoir été torturés, après que les tortionnaires aient appelé leur famille pendant les tortures pour avoir de l'argent. Les récits sont extrêmement nombreux et similaires. Et c'est ça qui, je pense, qui est des fois lourd à porter, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'on va rencontrer une personne qui s'appelle Jeanne, une autre qui s'appelle Zainab et autres. Et en fait, leurs récits vont être finalement assez similaires de ce qui se passe en Libye parce qu'elles subissent toutes et tous. On parle aussi souvent de la violence sexuelle envers les femmes et il y en a beaucoup vers les hommes. Aussi un sujet assez difficile à aborder. Et donc voilà, il y a tout un type de raisons, aussi s'il y a des guerres, des famines. Voilà, lorsqu'on parle en Syrie, c'est toujours un pays qui est proie à une énorme instabilité, beaucoup de femmes qui fuient la Libye. J'ai rencontré des femmes de 55 ans, là j'avais tendance à parler des jeunes, mais des mamans de 55 ans, 60 ans, avec du diabète ou avec plein de maladies chroniques qui ne peuvent pas se soigner aussi. Donc il y a aussi le problème de l'accès à la santé. Enfin, voilà, les raisons sont multiples, ce n'est qu'un début. Voilà. Mais ça montre qu'à quel point, honnêtement, il n'y a pas d'autre issue que de partir du pays. Il y a vraiment le choix, finalement, est limité. Quels sont les dangers, quelles sont les menaces auxquelles on fait face quand on est une femme seule et qu'on emprunte la route de l'exil ?
Je dirais que ça rejoint un petit peu ce que Claire vient de dire, c'est-à-dire que ce sont des risques et des violences de toute nature. Donc je l'ai dit tout à l'heure, des violences sexuelles très très fréquentes tout au long du parcours. En tout cas, les risques sont, je dirais, à peu près partout, hein, tout simplement. Des risques de violence aussi, des risques, là dans le cas de la traversée de la Méditerranée, des risques de noyade. C'est très 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 dangereux. Ce qu'il faut noter, hein, parce qu'on est là pour aussi éclairer, c'est un peu cette sorte de bascule qui est en train de s'opérer, c'est-à-dire que jusqu'à présent on vivait dans l'idée que les hommes migraient, alors soit pour des raisons économiques, soit parce qu'ils fuyaient une zone de guerre et donc ils arrivaient avec le noble visage du résistant ou celui qui, pour faire vivre sa famille, va aller à l'autre bout du monde. Et les femmes, elles, étaient amenées à migrer dans un deuxième temps, dans un processus de type regroupement familial. Ça, c'est plus le cas du tout. Aujourd'hui, il y a un vrai phénomène d'exil des femmes pour des raisons propres. Donc ce qu'a dit un petit peu Claire tout à l'heure, propre à leurs conditions de femmes, hein, dans différentes zones du monde, les Afghanes, les Iraniennes, pour prendre des exemples récents, peuvent être contraintes à l'exil parce que ce sont des femmes et qu'elles ne peuvent pas vivre leur vie de femme. Toutes les questions effectivement de mutilation dans certains endroits du monde qui peuvent pousser les femmes à s'exiler, toutes les raisons classiques qu'on connaît, hein, qui ont été données par Claire tout à l'heure, qui peuvent être liées à des contextes politiques, à de la pauvreté, à de la précarité, à toute une série de raisons qui poussent donc ces femmes sur les routes de l'exil, qui sont des routes extrêmement dangereuses, hein, à peu près où qu'elles soient. Il n'y a pas vraiment de route plus sûre qu'une autre. Les violences, on les connaît, elles sont très bien documentées, hein, elles sont malheureusement, c'est classique, c'est énormément de violences sexuelles, énormément d'exploitation, y compris d'exploitation économique, et ça fait des personnes qui arrivent dans un état catastrophique, personnes extrêmement fragiles qui vivent au milieu de nous. Hein, on parle de dizaines, voire de centaines de milliers de personnes, hein, sur le territoire français. Là, je parle uniquement de la France. On pourrait extrapoler au niveau européen, mais ça concerne vraiment énormément de personnes. La question qui nous est posée à nous, je dirais en tant qu'association, ou à vous en tant que médias, ou tout simplement à nous tous en tant que citoyens, c'est comment est-ce qu'on prend conscience de ça? Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'indicible, de l'invisible, mais il y a aussi l'inaudible, c'est-à-dire est-ce qu'on est vraiment capable, médiatiquement, dans la sphère citoyenne, de bien comprendre ce qui se passe, de bien entendre, hein, d'être capable d'avoir la lucidité nécessaire pour voir que des centaines de milliers de personnes qui ont subi ce type d'épreuves vivent parmi nous. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on s'organise, hein, d'une certaine façon, pour vivre avec ça et faire en sorte que ces personnes-là puissent avoir un accès à une vie en société, un accès aux droits, un accès aux soins, un accès au logement. Ce sont des problèmes qui sont extraordinairement complexes. Nous, on se paye le luxe, entre guillemets, même si le mot est mal choisi, de passer 3 ans à 6 autour d'une seule personne pour arriver à peu près à remettre des personnes debout, à peu près. Donc voilà, nous, le Centre Primo Levi, on est là pour poser cette question-là, c'est comment collectivement on fait pour essayer de ce que nous on arrive à faire à l'échelle de 400 personnes, et ça coûte très très cher. Nous, on témoigne de ça et on dit il faudrait pouvoir faire ça à l'échelle de centaines de milliers de personnes. Donc c'est une vraie question de société qui est très importante, qui nous concerne tous. Voilà, donc Est-ce que vous diriez... pas répondu du tout à la question, mais... Si, voilà. Et c'est très intéressant. Est-ce que vous diriez que la quasi-totalité des femmes qui migrent subissent des violences sexuelles, des viols? En tout cas, sur le contexte que je connais, donc en Méditerranée centrale, oui. La plupart des femmes avec qui j'ai parlé ont été victimes de violences sexuelles. Certaines enceintes suite à des violences sexuelles. Il y en a énormément, des femmes qui sont enceintes à bord. La plupart du temps, c'est à cause de rapports forcés. Donc on se retrouve avec des femmes aussi qui ont subi des violences psychiques. Parce que là, on parle beaucoup des violences corporelles, mais il y a énormément de violences psychiques aussi, de voir aussi leurs compagnons, des fois leurs enfants aussi subir des violences.
et on les force à regarder. Donc il y a aussi tout cet autre volet qui est extrêmement important de violence. Et du coup, on se retrouve, nous, où c'est en mars et c'est tout juste terminé. Mais on se rend compte que c'est des personnes encore, et qui le seront pour des années, hautement traumatisées. C'est pour ça qu'on a un abri que pour les femmes, d'ailleurs, à bord, pour qu'elles puissent avoir ne serait-ce qu'un tout petit peu de sentiment de sécurité. Mais j'ai beaucoup de femmes qui ont peur la nuit. Nous, on est tout le temps sur le pont la nuit aussi pour s'assurer que tout le monde va bien. Et quand ils nous voient un peu faire des rondes, alors qu'on n'est pas menaçant, mais elles vont avoir peur, elles vont sursauter à chaque geste. On a un personnel médical à bord qui fait justement un état des lieux de la violence sexuelle. Moi, je suis souvent aussi là en tant que traductrice pour toute la partie francophone. Donc j'entends tous ces récits dans le cadre médical aussi, et ils sont extrêmement nombreux, tout ce type de violence, et donc beaucoup de femmes aussi qui subissent des maladies sexuellement transmissibles à cause de ces rapports évidemment non protégés et forcés. Et puis, en effet, vraiment donc cette violence psychologique. Et je rajouterais peut-être deux choses, d'autres risques. Il y a aussi le risque il y a beaucoup de prostitution forcée. Et les femmes aussi ont un risque plus élevé d'être sujettes au trafic d'êtres humains. Donc il y a aussi des réseaux communicants entre la Libye et ensuite le reste de l'Europe de trafic d'êtres humains. Donc on sait qu'il y a certaines femmes qui ne payent pas la traversée, parce que, en gros, le deal, c'est qu'elles puissent faire la Libye, mais qu'ensuite, elles vont dans des réseaux de prostitution ensuite en Europe. Donc en Europe, c'est pas terminé. Et c'est ça qui est aussi extrêmement difficile, c'est qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est bon, elles arrivent en sécurité, elles sont en Europe, c'est le pays des libertés, enfin le continent des libertés, et non. Il y a une double violence, je dirais, qui s'opère, et je pense qu'Antoine, tu dois pouvoir le voir dans le sens où nous, on a encore à bord, des fois, un peu cet espoir dans les yeux que c'est fini. Elles viennent me voir, elles me disent c'est fini ma soeur, c'est fini. Et moi je leur dis faudrait encore être forte parce que non, c'est que le début. Et ça pour nous c'est extrêmement dur. Et j'imagine que à la fin du processus, c'est encore tout un autre type de trauma d'être aussi violenté par les pays de l'espoir entre guillemets. Vous voulez peut-être répondre Oui, parce que je pense que c'est ce que tu viens de souligner, c'est très important. Au départ, le centre Primo Levi, ce sont des psychologues en fait, qui prennent en charge le psychotrauma de personnes victimes de torture. Et puis très rapidement, donc on existe depuis 25 ans, donc très rapidement, il y a plus d'une vingtaine d'années, on se rend compte que si on ne soigne pas, si on ne prend pas en compte aussi la situation de précarité des personnes, donc les questions de logement, les questions de droit, les questions sociales, en fait, on peut pas parvenir à soigner. Et donc c'est ce qu'explique l'approche pluridisciplinaire, qui est très répandue, mais c'est pour ça qu'on travaille comme ça. C'est parce qu'on ne peut pas soigner correctement une personne qui est à la rue, une personne qui a des problèmes de santé, il y a des médecins aussi généralistes chez nous, ou une personne qui a des problèmes de logement. Aujourd'hui, le niveau de précarité dans lequel sont en particulier les femmes qui arrivent sur notre sol, par exemple de Libye après avoir traversé la Méditerranée, ce niveau de précarité est extrêmement élevé, de plus en plus élevé, et rend très compliqué en fait la prise en charge de ces personnes-là. Et on travaille, en tout cas dans un premier temps, dans les premiers mois, on travaille beaucoup plus à essayer de stabiliser la situation socio-économique des personnes qu'à rentrer réellement dans la démarche de soins, qui est une démarche de type médical et psychologique, psychothérapeutique, mais la précarité est telle que ça devient notre préoccupation essentielle. Et oui, je confirme que c'est une violence, alors qui n'est pas à mettre sur le même plan que de la torture ou du viol ou des choses comme ça. Il ne faut pas non plus tout mettre sur le même plan, mais c'est de nouveau une violence et qui est aggravée par le fait qu'effectivement, il y a cet espoir on arrive en France et ça va bien se passer. L'essentiel de ces femmes dont je vous parle vivent, en tout cas dans un premier temps, dans la rue, parfois avec des enfants en bas âge, des bébés, enceintes, dans un niveau de précarité qui est absolument indigne. Et il faut avoir aussi bien conscience de ça et des effets que ça produit sur nous tous, parce que autant ce que fait SOS Méditerranée, c'est un enjeu en tout cas pour moi, de civilisation, c'est-à-dire éviter que des personnes se noient dans la Méditerranée, qui est justement le berceau de notre civilisation. C'est pour moi un enjeu très très élevé, un enjeu de civilisation. Ce que nous faisons ici auprès des personnes exilées, c'est
un enjeu politique, certes, philosophique si on veut, de civilisation aussi, mais c'est avant tout un enjeu de santé publique. C'est un enjeu de santé publique parce que cette violence-là, elle est radioactive, elle se transmet de génération en génération, et c'est une violence que ces personnes-là, je dirais, malgré elles, vont transmettre, vont diffuser à leurs enfants, à leurs proches autour d'eux. Donc nous, on plaide pour dire que c'est un enjeu, un véritable enjeu de santé publique, de prendre en charge et de soigner, et je pèse le mot soigner, ces enjeux-là. Et c'est un enjeu de santé publique qui commence aussi en Italie, hein, en tout cas pour ce terrain-là, pour cette zone qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'il advient des femmes ayant été victimes de violences sexuelles, de viols, à la fois sur le parcours migratoire, mais aussi en Libye, puisque c'est un pays où, on le sait, c'est devenu généralisé. Qu'est-ce qu'il advient de ces femmes une fois qu'elles débarquent de l'Ocean Viking? Je vous pose la question parce que j'ai le souvenir d'une femme dont l'histoire m'avait profondément marquée, qui, elle, avait été victime de nombreux viols en Libye, et qui, à son arrivée en Italie, au moment où elle avait été prise en charge par la Croix-Rouge, s'était plainte auprès de moi et m'avait dit, en fait, on m'avait promis que je verrais une psychologue, et finalement, j'en ai jamais vu. Et cette femme a fini par rejoindre le sud de la France, où elle n'a pas trouvé non plus, finalement, cette aide dont elle avait besoin. Et elle vit encore aujourd'hui avec ses traumatismes. Donc je trouve que voilà, c'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que vous savez ce qui se passe pour elle? Est-ce que vous transmettez les informations que vous avez à bord du navire aux ONG italiennes pour qu'elles fassent le nécessaire? Merci. Oui, alors actuellement, en fait, à bord, on a justement un partenariat avec la Fédération internationale de la Croix-Rouge, et donc c'est eux, en effet, qui sont en charge de cette protection. Donc, j'ai pas la réponse experte en cette question, mais de ce que je sais, c'est qu'en effet, on va, dans tous les cas, collecter les informations. On va encourager les femmes, si elles le souhaitent, à parler à notre équipe médicale pour, ne serait-ce de recevoir un traitement, comme je le disais, par rapport aux maladies sexuellement transmissibles, mais aussi pour commencer un premier travail d'écoute. On est tous formés à bord en première aide en santé mentale pour savoir comment écouter les personnes et être sûr de ne pas renforcer un trauma en posant des questions. Et puis, donc, elles vont en effet, si elles le souhaitent et si elles ont parlé à l'équipe médicale va en effet ce qu'on appelle faire un référencement pour ces personnes-là à terre. Et ensuite, sur ce qui se passe à terre, ça va totalement dépendre de où elles débarquent en Italie aussi et de à quel point le service va être renforcé de prise en charge par la suite. Ça va être la Croix-Rouge qui va être en charge, en sachant qu'on a peu de suivi, notamment pour les personnes qui n'ont pas de statut, qui n'obtiennent pas de statut. Il y a aussi beaucoup de personnes qui disparaissent dans la peur de ne pas réussir à avoir une protection légale, donc ils vont disparaître un peu dans les réseaux souterrains de clandestinité, et dans ces cas-là, c'est des personnes qui n'auront accès à rien. Pour des personnes qui vont pouvoir avoir accès à un certain statut, elles vont à un certain moment avoir un suivi, mais ça va prendre des mois, voire des années. Et peut-être qu'Antoine, tu auras un peu plus d'informations sur à quel moment la prise en charge psychologique peut avoir lieu et à quel moment de leur parcours légal ou non légal. Oui, vous le disiez tout à l'heure, Antoine, beaucoup de ces femmes, quand elles arrivent en France, se retrouvent à vivre dans la rue. J'ai même envie de dire à survivre, parce que c'est des conditions extrêmement difficiles, souvent avec des enfants, avec des bébés, et on les voit avec les associations qui sont présentes, actives ici en région parisienne. Je pense à Utopia 56, qui bataille chaque soir pour essayer de leur trouver une solution d'hébergement. Comment ça se passe quand on est une femme, qu'on se retrouve dans ces conditions-là, dans un pays sur lequel on avait placé tous nos espoirs, finalement, avec les traumatismes qu'on traîne sur notre dos du parcours migratoire? Ça se passe mal. Ensuite, moi, je ne peux pas parler à la place des personnes. Simplement, je parle de ma position d'observateur et de militant d'une structure qui prend en charge ces personnes-là et essaye justement d'observer et de témoigner. Tout est rendu plus difficile par les effets là vous parliez en particulier du trauma, donc des psychotraumas qui sont la plupart du temps sérieux, voire sévères, voire extrêmement sévères. Nous, on a
concrètement, on s'occupe de personnes qui sont l'équivalent de grands brûlés psychiques, hein, des personnes très 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 fragiles, à qui on a coupé la parole et qui n'ont, pour ainsi dire, plus rien pour agir. Pas de travail, évidemment, pas de logement, pas de droit pour ceux qui n'ont pas de statut, mais même ceux qui ont des statuts, c'est très très compliqué. Mais dans certains cas, pas de travail, pas de droit, totalement voilà, dévastés par ce qu'ils ont vécu dans le pays d'origine, sur le parcours, etc. Donc on parle vraiment de rescapés. Donc comment agir quand on est dans cette situation-là? Comment avoir accès aux droits? Comment avoir accès aux soins? Ce que je disais tout à l'heure, tout est extrêmement compliqué. Comment vous arrivez à les atteindre, vous? Comment vous les trouvez, ces femmes? Est-ce que c'est elles qui viennent à vous? Oui. Est-ce que c'est vous qui allez les chercher? Oui, oui, c'est elles qui sont dirigées vers le centre Primo Levi, qui fait partie des... Il y a plusieurs centres de ce type-là, une prise en charge qui est vraiment très, très nettement insuffisante, mais qui existe, et qui donc, pour essayer je dirais, d'améliorer le sort du plus grand nombre, parce qu'on ne peut pas prendre en charge plus de personnes que ce qu'on fait actuellement, en raison de notre modèle, hein, je disais tout à l'heure, qui est très coûteux. Combien en moyenne par an? 400. On a 400 patients en permanence. Pour essayer d'améliorer la prise en charge d'ensemble, donc nous, notre travail, c'est de mobiliser, de transmettre. Donc on transmet via un centre de formation. Donc là, c'est ce qu'on est actuellement en train de développer. De faire en sorte que les professionnels dans les différents dispositifs, ça peut être d'ailleurs au sein de navires ou dans tous les lieux où les personnes exilées sont amenées à passer, d'essayer de faire monter le niveau de connaissances et de compétences sur ces sujets-là des différents acteurs dans les dispositifs un peu partout pour que la prise en charge soit la meilleure possible, qu'elle se fasse avec cette approche pluridisciplinaire la plus précise possible. Donc ça, c'est notre enjeu, parce qu'on ne peut pas prendre en charge des milliers de personnes. Ça, c'est de la prise en charge, entre guillemets, d'urgence, qui existe aussi, hein, qui se fait un peu partout et qui se fait bien. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment essayer de remettre sur pied des personnes qui se sont trouvées dans une situation d'extrême fragilité, d'extrême précarité. L'info, c'est... il y en a beaucoup. Ça prend combien de temps? Voilà. Chez nous, ça prend 3 ans. C'est un cycle de 3 ans, donc il y a un temps très long, hein, pour une prise en charge dans le champ de la précarité. On essaye de donner le niveau le plus élevé d'intervention à des personnes qui sont dans la situation la plus catastrophique à tout point de vue possible. Donc c'est vraiment ça notre enjeu, pour essayer de modéliser le soin le plus efficace en fait, hein, possible pour ces personnes-là, pour ensuite pouvoir diffuser des outils. Donc c'est vraiment ça notre travail au centre Primo Levi, pour mettre au service de l'intérêt général, hein, de mettre en commun les moyens de prendre en charge ces personnes-là. Et c'est un enjeu qui finalement presque dépasse aussi la question des exilés, c'est-à-dire qui déborde dans un champ beaucoup plus vaste, qui est les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui sont violentes. On est tous, vous avez peut-être vu la série à succès sur Arte, En thérapie, qui donc parle de personnes qui sont, je dirais, enfin je ne sais pas qui vous êtes exactement, mais j'allais dire comme vous et moi, mais qui ont subi les conséquences d'attentats terroristes dans leur vie quotidienne, et donc cette irruption de la violence dans leur intimité provoque le trauma, la nécessité du soin, et là on est dans un enjeu qui va finalement concerner beaucoup de personnes, toute personne qui est confrontée un jour ou l'autre à de la violence politique. La violence politique, c'est vraiment la politique, donc cette chose générale qui va rentrer, qui va percuter de plein fouet l'intimité des personnes et qui va créer du trauma. Finalement ça dépasse les exilés, c'est une situation, je dirais, caractéristique, extrêmement problématique, mais ça peut concerner de nombreuses personnes. Donc notre travail, c'est aussi d'alimenter la réflexion et les pratiques autour d'une bonne prise en charge de ces questions-là. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, hein, ça a donné lieu l'an dernier à un rapport qui s'appelle « Femmes exilées, une violence continue », si je ne me trompe pas pour le titre. Il y a également un rapport, hein, qui a été fait par SOS Méditerranée, je vais y arriver.
Pareil sur les femmes, donc des femmes à la mer. J'imagine qu'on peut le retrouver au stand de SOS Méditerranée. Donc récit de parcours de femmes secourues par l'Aquarius et l'Ocean Viking, l'Aquarius, l'ancien navire de SOS Méditerranée. On va peut-être vous donner la parole. Vous avez peut-être des questions à nous poser, à Antoine ou à Claire sur ce sujet passionnant. N'hésitez pas, hein, c'est le moment, il n'y a pas de questions bêtes. Oui. Bonsoir, donc bravo pour votre travail. Vous avez parlé de santé publique. Dans ce cadre, santé publique, donc pas la partie humaine, mais la partie efficacité de santé publique. Alors j'ai noté le truc très l'élaboration d'outils qui permettront de passer à l'échelle, mais à part ça, comment arbitrer, toujours en termes de santé publique strictement, des gens pas trop abîmés qui pourront plus facilement retrouver une... Et aussi, l'autre alternative, faire comme vous faites, soigner des gens qui sont très très abîmés et qui demandent donc un investissement beaucoup plus lourd. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez une capacité de amener les gens que vous soignez à devenir des aidants? J'ai entendu la fin. Mais... Alors, excusez-moi, j'ai bien entendu la fin, la question que vous avez posée à la fin, mais il y avait une question avant, je crois. Il y avait 2 questions. Alors, je vais répondre à ce que j'ai entendu, c'est est-ce qu'on amène nos patients à devenir des aidants? A priori, plutôt non. Pas par... c'est pas une décision de notre part, c'est simplement faute de... On essaye déjà de se concentrer sur le temps de soins et pour l'instant on n'a pas les moyens en fait tout simplement de réfléchir aux suites de soins, donc c'est une question qui est très très intéressante pour nous, celle que vous posez, à laquelle pour l'instant je n'ai pas de réponse. Ça fait partie des sujets sur lesquels on aimerait bien travailler. Pour l'instant c'est à l'état de questionnement. Voilà. De même qu'on travaille également sur qu'est-ce qui se passe, alors ça c'est notre quotidien, mais on travaille aussi sur ce qui se passe pour les personnes qui ne vont pas relever de notre mandat, pour des raisons diverses et variées, notamment tout simplement des questions de gravité d'état, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont pas en forme, mais qui sont pas suffisamment dans un état suffisamment grave pour relever de notre mandat. Donc, mais qui sont des personnes qui sont quand même dans des situations extrêmement compliquées. Donc comment on les redirige, qu'est-ce qu'on en fait? On a tout un travail, nous, à faire là-dessus. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Un peu. N'hésitez pas à le mettre là. Bonjour et merci beaucoup pour vos témoignages. Je voulais savoir, vous parliez de santé, d'état de santé mentale radioactive et de transmission. Comment est-ce que vous, au sein de vos organisations, vous faites pour vous protéger et réussir à garder une certaine distance vis-à-vis de tout ça? Je vais commencer. C'est une bonne question. Je dirais que il y a des fois où on arrive à se protéger, des fois pas. Ça va dépendre de l'état de fatigue aussi. À bord, on est des fois sujet aussi à des états de fatigue assez élevés. Ça va dépendre aussi de la situation, de la violence, de ce qui se passe. Peut-être que j'ai envie de faire le parallèle. Enfin, je suis formée, donc voilà, je suis formée un peu justement comment agir face à des traumas, donc pour comment accompagner la personne en termes de première urgence en santé mentale, mais aussi comment me protéger moi. Donc cette formation, elle est double. Mais il y a des fois où j'y arrive, des fois où j'y arrive pas. Et un exemple concret. Pas plus tard que ce matin, donc là actuellement je coordonne en lien avec le bateau qui est en mer les opérations, enfin la communication sur les opérations. Et ce matin typiquement, il s'est passé un événement assez inédit où il y a eu les gardes-côtes libyens, donc financés par l'Union européenne, qui a menacé nos équipes en tirant en l'air avec des kalachnikovs. Donc ça arrivait ce matin, on vient de communiquer dessus. Actuellement, quand j'entends ça, quand je vois les vidéos de ça, je suis énervée et j'arrive pas à me protéger. Donc vraiment, ça va dépendre un peu des fois de la capacité de prise de recul. Et il y a des fois où j'ai l'impression qu'on arrive mieux, on est formé pour. Et il y a des fois où évidemment ça nous touche également.
Et alors, quant à nous, c'est une question qui est intéressante. Ça me permet de dire que la clinique du Centre Primo Levi est composée exclusivement de professionnels. Il n'y a aucun bénévole dans la clinique. Les seuls bénévoles, c'est des gens comme moi, c'est-à-dire la structure associative, le conseil d'administration et la structure associative qui portent la clinique. Mais la clinique est composée exclusivement de professionnels. Donc ça implique des personnes qui sont formées, en tout cas, à cette clinique-là. Peut-être pas cette clinique-là parce qu'elle est très spécifique, mais en tout cas, ils sont tous psychologues, médecins, kinés, etc. Ils ont fait des études pour ça. Première chose. Deuxième chose, aucun clinicien ne travaille à plus de 50% de son temps de travail dans la clinique du Centre Primo Levi, c'est-à-dire qu'on demande à ce que les cliniciens aient des temps de clinique ailleurs, voilà. Et puis ils sont les cliniciens, mais ça c'est pas le propre du Centre Primo Levi, sont supervisés, c'est-à-dire que eux-mêmes ramènent dans un temps clinique auprès d'une superviseuse qui est une psychologue clinicienne. Justement leur ressenti, leur réaction, tout ce qu'ils vont avoir à dire du fait de ce qu'ils entendent, qui est, du côté de Claire, c'est des situations qui sont très dures à vivre. Chez nous, c'est ce qu'ils entendent, hein, c'est dans le cabinet des psychologues en fait, ou des médecins, ce qu'ils entendent, c'est assez, c'est très très difficile à entendre. Donc oui, il y a ces mécanismes de protection et qui fonctionne globalement bien, mais ça reste quand même un travail très difficile. Voilà, ça reste un travail très difficile. Et ça, à notre échelle, à nous, quand je parlais de radioactivité de la violence, c'est-à-dire on en capte, et puis forcément on va en rejeter. Hein, voilà, on va être obligé un peu à un moment donné de dégazer. Donc c'est des équipes qui sont voilà, qui vivent ça, qui entendent ça, et c'est pas toujours facile. Voilà. Mais on travaille, évidemment, on est très vigilant sur cette question-là. Ici. Bonjour, merci. Il y a une autre question avant ? Vous m'entendez ? Oui. Merci pour votre travail. Je voulais vous poser une question. Vous avez dit que tout ça, c'était un enjeu de santé publique. Et donc, qui dit santé publique dit choix politique, choix étatique. On a tous en tête le travail qui a été fait pour accueillir les gens qui fuyaient la guerre en Ukraine et comment cet accueil a été différencié en fonction de l'origine des gens. L'anecdote que vous venez de donner sur l'argent de l'Union européenne qui sert à vous tirer dessus ou en tout cas à vous menacer me semble très éloquent aussi. Et du coup, au-delà du travail quotidien que vous faites, se surajoute une couche en fait qui est la question comment faire pour qu'il y ait une pression suffisante des opinions publiques, de l'argent qui vous permet de continuer à travailler, de la médiatisation de votre travail et montrer ce que vous êtes en train de nous dire, c'est-à-dire que non seulement votre travail c'est un travail essentiel d'humanité élémentaire, mais comment en fait les États dirigés par des partis politiques, des gouvernements, choisissent de travailler contre l'humanité élémentaire et comment ces choix-là ont des conséquences terribles pour les sociétés qui pourraient et auraient largement les moyens d'accueillir tout le monde, de soigner tout le monde. Enfin, je pense que vous voyez où je veux en venir. Merci. C'est très bien dit, j'aurais pas dit mieux. Comment faire, c'est dénoncer. Donc continuer à dénoncer, c'est ce qu'on fait de manière quotidienne, parce qu'au-delà du manque de financement, en tout cas pour les ONG de sauvetage en mer, elles sont même entravées, criminalisées. Donc là, à nouveau, il y a un nouveau décret italien qui complique énormément nos opérations, qui fait qu'on est de plus en plus loin de la zone d'opération de sauvetage, alors qu'il y a des naufrages répétés. Donc là, dans les 6 dernières semaines, il y a eu plus de 300 personnes décédées. Il y a le naufrage de Cutro en Calabre qui a fait le tour du monde entier parce que c'est près de chez nous, mais il y a eu un autre naufrage hier, par exemple, au large de la Tunisie, qui a fait 35 morts et on n'en parle pas. Il est totalement invisibilisé, comme ces femmes aussi qui le sont dans la migration. Donc, comment faire ? C'est en effet continuer à témoigner de ce qui se passe, de la réalité, de rappeler les États à leurs obligations en termes de droit maritime, en termes de droit tout court, droit à la personne. Actuellement, nous, c'est ce qu'on fait. C'est le pouvoir qu'on a, c'est de témoigner, donc de donner
des canaux aussi de communication à ces personnes, à faire en sorte que les femmes notamment et les personnes en situation de migration puissent témoigner de ce qui se passe, humaniser la migration, lui donner un visage, essayer de créer une empathie. Enfin voilà, c'est nos canaux à nous. Après, en effet, je pense qu'il y a une action citoyenne qui doit être faite. Chaque citoyen doit aussi lever sa voix et en fait se révolter contre ce qui se passe, parce que c'est en effet une honte de la part de l'Union européenne de laisser toutes ces personnes mourir en mer et en effet de devoir se battre pour avoir un accès à la santé ensuite en France. Peut-être prendre une autre question. Alors, rapidement. Donc moi très rapidement par rapport à la question, parce que c'est ça mériterait des heures de discussion, mais ce qu'on dit dans notre rapport que je vous invite à regarder, c'est que ce sont des sujets politiques, c'est-à-dire que tout ça relève de choix. Donc c'est là où je partage l'angle de votre question, c'est on peut choisir, si je prends un exemple la question des violences faites aux femmes, ici chez nous en France, en l'espace de quelques années, la façon de prendre en charge les plaintes des femmes victimes de violences a beaucoup changé. Ce qui montre bien que ce sont des choix. On passe d'une époque où ces choses-là étaient consignées sur des mains courantes et plus ou moins mises dans une poubelle, à une époque où l'écoute est plus grande, les instructions sont différentes et ce sont des instructions de nature politique. Ce qui montre bien que c'est une série de choix. L'Union européenne, à la fois, vous avez raison de le dire, fait ce genre de choses et d'un autre côté, nous finance. Nous, le Centre Primo Levi, en partie. Donc, c'est demander, je crois que l'enjeu, c'est de demander de la cohérence politique sur des sujets aussi compliqués et d'éviter de simplifier, comme le fait par exemple le ministre Darmanin en disant, il annonce son projet de loi, il dit on va être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Ça, c'est catastrophique. Et on ne peut pas accepter une approche aussi simpliste et finalement aussi brutale sur des questions aussi complexes, aussi sensibles et aussi importantes surtout. Bonjour et merci pour ce que vous faites. Je m'interrogeais finalement sur le profit économique qui est tiré de toute cette situation et de tous les freins qu'on met. Parce qu'à chaque fois, on nous dit oui, les passeurs, c'est pas bien, sauf qu'on donne pas de visa, donc forcément, les gens viennent par des passeurs, etc. Mais à la fin, je me demande en fait à qui profite le crime. C'est-à-dire combien ça pèse économiquement pour la Libye, pour la Turquie, pour tous les États, et même pour la France, en fait. Combien ça pèse en négatif et en positif, le fait de mettre des personnes dans une telle situation de précarité. En positif, j'aurais pas la réponse, honnêtement. En négatif, les chiffres que je connais, c'est que l'Union européenne finance à hauteur de 700 millions, donc c'est nos impôts, hein, les gardes-côtes libyens, typiquement. Donc pour endiguer justement les flux migratoires et externaliser les frontières. Donc la politique européenne migratoire extérieure, en tout cas, donc intérieure, je la connais moins, mais extérieure, c'est totalement d'endiguer ces flux, quitte à créer un système d'abus, de financer des milices en Libye, financer la traite humaine et finalement être responsable des naufrages qu'il y a actuellement en Méditerranée. J'ai pas d'autre réponse que cette réponse assez crue finalement et ça profite du coup à des milices aussi, à tous ceux qui sont responsables de ce trafic de réseau et qui soulèvent des milliards et c'est voilà d'économies souterraines. Une question, oui. Bonjour. Vous avez parlé des personnes qui décèdent, les naufragés, les morts sur. Est-ce que vous pouvez donner des statistiques exactes à peu près par an et ces personnes-là, quels sont leur sort après avoir été décédées dans la mer? Est-ce que vous arrivez à les identifier, à contacter leur pays d'origine, leur famille, pour récupérer leur corps, ou est-ce qu'ils sont laissés comme ça dans la mer, bouffés par les poissons, comme on dit? C'est une très bonne question. Donc, au niveau des chiffres connus, depuis 2014, plus de 25 000 personnes sont mortes en Méditerranée. Cette année seulement, il y a déjà 400 personnes qui sont décédées en Méditerranée centrale. Et donc ça, je dis bien les chiffres connus, parce que ça, c'est du coup des cas où on a su qu'une embarcation est partie, ou une embarcation a été retrouvée, ou des corps repêchés. Il y a énormément d'embarcations qui partent
sans aucune trace et qui disparaissent sans aucune trace. Et en effet, souvent, si les ONG ne seraient pas là, on aurait encore moins de données. Moi, c'était le cas en avril dernier où on est arrivé sur une embarcation en détresse, sur un canot pneumatique. Et après le sauvetage qui avait été compliqué, les personnes ont commencé à me dire il y a des personnes qui sont passées à l'eau il y a quelques heures. Donc on a essayé de trouver ces corps. Impossible. 12 personnes qui ont disparu, des proches, donc des gens qu'on avait à bord, mais qui avaient déjà coulé. On n'a pas réussi à retrouver les corps. Donc nous, si on peut retrouver les corps, on va les repêcher, essayer de leur donner une dignité, ensuite les remettre aux autorités italiennes ou au pays de débarquement, qui ensuite, avec la Croix-Rouge, vont faire le travail d'identification. Pour tous les corps qui disparaissent sans laisser trace, il n'y a absolument rien à faire. Alors, si je peux ajouter juste un mot sur cette question, je vous invite à aller sur le site du Centre Primo Levi pour télécharger notre revue qui est en ligne et qui est gratuite, qui est thématique, dont une porte sur le deuil en exil. Le site internet primolevi.org. Donc primolevi.org, je vous dirai tout à l'heure. Donc le deuil en exil, donc c'est tout un travail sur cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire de mourir sur le chemin de l'exil quand parfois on n'a rien et qu'on est seul, de mourir noyé dans la Méditerranée de façon parfois totalement anonyme. Donc vous avez des textes là-dessus de ce que ça signifie, et vous avez notamment le témoignage alors je pense que c'est une association qui témoigne de l'action d'un prêtre qui est à Tanger, tu en as peut-être entendu parler, un prêtre qui est à Tanger et qui en fait est au bord de la Méditerranée et qui recueille des témoignages de telle personne qui n'a pas réussi à traverser, qui s'est noyée. Là, avec quelques exilés, un prêtre qui a mis en place des cérémonies funéraires pour des personnes qui ont disparu, parfois des personnes anonymes, ou à base d'objets, à base de textes. Là, en l'occurrence, il n'y a pas vraiment de liturgie. Il se trouve que c'est un prêtre, mais il n'y a pas de liturgie. Et c'est absolument bouleversant. Voilà, ça secoue. Voilà, je vous invite à lire ces textes-là. C'est très, très intéressant sur ce sujet. Merci Antoine. Et oui, effectivement, c'est tout le drame des naufrages en mer, pas qu'en Méditerranée d'ailleurs, et les naufrages dits invisibles, dont on n'a pas forcément connaissance, toutes ces personnes qui finalement disparaissent dans les profondeurs de la mer sans qu'on ne le sache. Il faut saluer le travail remarquable aussi du Comité international de la Croix-Rouge, qui dans différents pays tente d'identifier les personnes disparues, les personnes décédées, à travers notamment l'aide de leurs proches qui s'inquiètent de leur disparition. Comment ? Oui. Ouais. En récoltant et en recoupant des informations, c'est un peu notre travail aussi, nous, en tant que journalistes. Mais c'est pas toujours évident, voilà. Moi, je le dis parce que j'ai fait une enquête là en début d'année sur le corps d'une fillette qui a été retrouvée échouée sur une plage en Tunisie, sur les îles de Kerkena. Et pour le coup, elle a toujours pas été identifiée et on soupçonne que ses parents sont morts en mer aussi. Et donc, à partir de là, effectivement, c'est compliqué d'avoir ne serait-ce qu'un avis de recherche émis par les proches. Voilà, écoutez, on va conclure là-dessus, mais si vous voulez poursuivre la discussion, n'hésitez pas. Donc on rappelle ces deux rapports qui sont fondamentaux, que vous pouvez retrouver sur les stands notamment, donc de SOS Méditerranée et du Centre Primo Levi. Un peu d'autopromotion, puisque c'est quand même le festival de Mediapart. Donc n'hésitez pas à regarder tous les articles qu'on fait sur ces sujets-là. On a aussi une série à bord de l'Ocean Viking, puisque j'avais été à bord il y a 2 ans environ, avec pas mal de reportages et de témoignages aussi de femmes, puisqu'on avait tenu à les mettre en avant aussi lors de ce reportage. Et j'oublie pas évidemment d'annoncer le prochain débat, qui est intitulé « Comment la culture peut-elle être un vecteur de transformation et d'action sur les questions écologiques ?» Super intéressant aussi, donc je vous invite à rester si vous avez le temps. Merci beaucoup.